la question du rassemblement est un peu au cœur de vos échanges actuellement. Vous, Adrien Quatennens, peut-être qu'on va commencer par vous. La France Insoumise a lancé un appel pour ces élections aux autres formations de gauche, à l'exception du PS d'ailleurs, me semble-t-il. Vous me corrigerez si je me trompe. Alors qu'au municipal, vous aviez mis l'accent sur des listes citoyennes. Comment aujourd'hui vous abordez ces élections et comment vous les renouez avec cette participation qui a fait un peu défaut quand même lors du dernier scrutin? C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Je pense qu'on doit bien voir que, évidemment, et je vais commencer par là pour pas qu'on pense que j'essaye de mettre de côté une information qui me paraît indispensable dans le paysage politique et que je ne voudrais pas donner l'impression de minorer. Évidemment, celles et ceux qui ont fait le choix de se déplacer aux dernières élections municipales ont signifié incontestablement leur volonté que la question du changement climatique désormais irréversible soit prise en charge. Et nous devons toutes et tous nous en féliciter. Une fois qu'on a dit ça, pardon, mais le principal enseignement de ces élections municipales, c'est bien évidemment le caractère écrasant de l'abstention dans une élection, un scrutin qui, d'habitude, tient plutôt à cœur aux Françaises et aux Français. On a des pics d'abstention, parfois à plus de 80% dans certaines communes. On voit apparaître clairement ce qu'on peut appeler un suffrage censitaire, c'est-à-dire une élection qui se fait sans le peuple. La thèse que nous défendons, c'est qu'il faut en finir avec ça. On ne peut pas continuer à aller de scrutin en scrutin sans le peuple français. L'abstention, pour nous, a une signification politique. En choisissant de ne pas venir, les gens disent quelque chose. Et en substance, s'il fallait le résumer à grands traits, c'est « puisque c'est ainsi, débrouillez-vous sans nous, on n'en veut plus ». C'est une grève civique en quelque sorte. Raison pour laquelle, pour nous, c'est le signe qu'on ne consent plus à la règle du jeu en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons de dire que si le peuple ne consent plus à la règle du jeu et que sa constitution a été revue plus de 20 fois sans qu'il intervienne, il est temps pour lui de se refonder en redéfinissant lui-même la règle du jeu, raison pour laquelle la France Insoumise porte cette idée d'une assemblée constituante dont le mandat unique serait de proposer un nouveau projet constitutionnel qui permettrait de créer de l'adhésion à une nouvelle règle du jeu que le peuple aurait lui-même définie. Je crois que cette question-là, la question de l'abstention, est pour nous toutes et tous le défi majeur. Surtout quand on voit qui s'abstient. C'est d'abord les jeunes, les ouvriers, les employés, pour faire court, les milieux populaires. On ne peut pas s'accommoder de cette situation, ça n'est pas possible. Aux dernières élections municipales, la France Insoumise a fait un choix, c'est celui de tenter de concourir à ce qu'il y ait des dynamiques citoyennes. Très clairement, ça n'est pas facile. Et nous avons participé à des coalitions, parfois dès le premier tour, qui ont été victorieuses. Je pense à des villes qui ont été citées, Lyon, Grenoble, Marseille, des villes dans lesquelles, même si ce qui a été commenté, on comprend, c'est une vague verte qui est possible grâce au concours d'autres formations politiques, celles qui sont autour de cette table, et notamment la France Insoumise. Pour les prochaines élections départementales, régionales, un aveu, mais je pense qu'on sera nombreux à être d'accord, c'est peut-être malheureux, on peut peut-être le déplorer ensemble, mais je crois qu'on s'illusionne si on pense que ces élections vont être en quelque sorte munies d'un sursaut populaire. Je ne crois pas à une abstention autre que massive lors des prochaines élections régionales et départementales. On doit y travailler, on doit travailler à des méthodes, y compris dans l'implication, pour pouvoir l'éviter. Mais très franchement, une élection qui se tient au mois de mars 2021, dans le contexte qu'on connaît, avec les départementales et les régionales qui vont se faire le même jour, bon courage à ceux qui ambitionnent de faire campagne sur les compétences du département, les compétences de la région, etc. Je crois que malheureusement, c'est encore une fois une même catégorie de la population qui risque d'y participer. Dans ce contexte, la France Insoumise a fait une proposition, celle d'un cadre national de discussion pour qu'on se retrouve sur une base programmatique pour des programmes communs. Je crois que face à l'abstention, le pire serait qu'on se rende nous-mêmes illisibles par une géométrie variable région par région qui ferait qu'on n'arriverait pas du tout à comprendre ce qu'on fait en définitive. Alors, nous avons mis des points qui nous semblent être des points de convergence essentiels entre nous sur la table, même si, il est vrai, il y a des différences fondamentales entre nos formations politiques et à l'occasion de futures échéances, il ne faut pas les éviter. Nous savons que, par exemple, la question européenne fait débat entre nous. On parlait à l'instant de la Convention citoyenne pour le climat. Les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, moi, elles me vont très bien. On a regardé, 90% d'entre elles se trouvent dans le programme que nous défendons avec la France Insoumise, l'Avenir en commun. Ce qu'on ne dit pas en revanche, c'est que la plupart de ces propositions sont incompatibles avec les traités européens. Alors peut-on avoir le débat? Parce que sinon, on fait une liste de vœux pieux
du programme idéal sans se donner les moyens opérationnels de le faire véritablement advenir. Donc ce n'est pas une question à mettre de côté simplement parce qu'on serait en désaccord. Pareil, l'organisation du territoire, la manière dont on prend en charge, y compris le défi climatique, peut faire débat entre nous. Il y a des formations politiques qui prônent plutôt une vision fédéraliste avec l'idée que tout parte plutôt du local. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est plutôt l'État, la planification, ça ne veut pas dire planification depuis Paris où on décide de tout, mais c'est des modes d'organisation qui font débat. En tout cas, ces enjeux-là, a priori, ne sont pas en cause dans l'échéance de mars 2021. Viendra le temps de les trancher, et les grandes orientations et les grandes controverses, elles seront de toute façon tranchées, y compris en 2022. Mais nous pensons qu'elles ne sont pas indépassables à l'occasion des échéances de mars 2021. Nous avons donc écrit aux différentes formations politiques, et ce n'est pas parce qu'Olivier Faure se situe à ma droite que je vais éviter la question que vous m'avez posée. Oui, il est vrai que dans notre choix de périmètre pour nous adresser aux différentes formations politiques, il n'apparaît pas comme évident pour nous de nous adresser au Parti socialiste. Pas parce que nous aurions un problème principiel avec le Parti socialiste, mais parce que nous observons que dans les secteurs les plus mobilisés de la société, et même si j'entends ce que dit Olivier Faure sur la critique du CICE, ces choix-là, les choix du quinquennat précédent, malheureusement, on peut le déplorer ensemble, pèsent encore très lourdement. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas voir que le principal acteur qui était en cause à l'époque, François Hollande, n'a pas complètement disparu du paysage du Parti socialiste. On ne peut pas totalement l'éluder. Pour autant, je le dis, et en amitié avec Olivier Faure, au municipal, nous avons réussi dans bien des endroits à travailler avec des socialistes et nous n'avons pas de position principielle. Si le Parti socialiste fait la clarté sur un certain nombre de choses, eh bien, il y a possibilité de discuter ensemble à l'occasion de ces échéances. En tout cas, ça ne peut pas être l'hégémonie uniquement pour un parti politique. Et là, je le dis en toute amitié aussi pour Léa. Vous avez vu que mon collègue Alexis Corbière a proposé de renommer Europe Écologie Les Verts. C'était une boutade, il a parlé d'Europe Hégémonie Les Verts. Ça ne peut pas être tout pour les mêmes. Voilà, je le dis aussi, autour de cette table, il y a des formations politiques qui méritent d'être respectées. Le Parti communiste français a vocation à mener des listes également dans le cadre de ces rassemblements, la France insoumise aussi, et nous devons pouvoir nous retrouver avec une coalition qui permettrait de représenter correctement les différentes formations politiques autour de cette table. Et quand on parlait d'Europe, en réalité, oui, il faut mettre ces débats sur la table. Les écologistes sommes pro-européens et on pense qu'on peut faire de la politique dans le cadre des traités. Sur le temps de travail, sur la revalorisation des salaires, la transition écologique, l'égalité, est-ce que l'heure peut être à nouveau à la conquête, à ces grandes conquêtes et du coup à quelles conditions car concrètement, par exemple, Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon, dont l'image par rapport aux dernières présidentielles a aussi peut-être pâti d'un certain nombre d'épisodes, les perquisitions par exemple, a annoncé lui qu'il ferait part de sa candidature ou de sa non-candidature en octobre. Donc on voit que le calendrier va être très rapide. Avec l'idée d'avoir un pôle de radicalité, selon son expression, et voir la création d'une nouvelle formation. Donc notre question était la suivante. Quelle est la volonté de la France insoumise derrière ces propositions et quelle différence avec ce qui avait été mis en place justement avec le lancement de ce mouvement qu'avait été la France insoumise dans la perspective à l'époque de la présidentielle de 2017 ? Bien. T'as 3 minutes. Ok. Bon, d'abord une chose, je veux dire, je partage des interventions précédentes le sentiment d'urgence. Je crois que autant j'ai pas grand espoir, même si je suis plutôt d'un naturel optimiste sur le fait que nous arrivions à faire sortir les gens de chez eux pour retourner aux urnes à l'occasion des échéances de mars 2021. Je crois que nous devons tout faire pour que ce soit le cas en 2022 et je veux le dire, je veux le confier. On le voit bien, l'élection est déjà dans toutes les têtes, pas au sens électoral du terme, les gens ne pensent pas encore, s'imaginent pas encore dans l'isoloir. Mais les grandes controverses qui se font jour au vu de la situation économique que nous avons sous les yeux sont déjà de type présidentiel, ce qui fait que forcément on y pense. Et je redis que pour beaucoup, malgré l'abstention, beaucoup ont intériorisé que la seule élection qui allait véritablement compter, la seule, et on peut le déplorer ensemble, mais la seule qui permet véritablement de dénouer la situation, c'est l'élection présidentielle, compte tenu des pouvoirs par ailleurs exorbitants qu'elle confère. Alors je crois que c'est un rendez-vous que nous ne devons pas manquer, et je le dis, je ne me lèverai pas chaque matin avec l'envie d'y aller si je n'avais pas la certitude que nous pourrions y arriver. Je crois que, vu la situation,
il n'a peut-être jamais été aussi facile, même si le vent ne nous est pas favorable à notre famille politique au sens large, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire entendre et de défendre nos idées, compte tenu de ce que nous avons sous les yeux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. Alors, il y a la question de l'unité. Elle est posée, donc discutons-en. La règle qu'on se fixe, nous, est simple. Pas de division superficielle et pas d'union artificielle. C'est-à-dire, posons les sujets qui font débat et traitons-les. Nous avons procédé comme ça par le passé. Le fait de se fédérer, de se retrouver, oui, mais à la condition de la clarté. C'est tout ce que nous demandons. Et de ce point de vue, se rappeler aussi d'une chose, c'est que, et je suis d'accord là-dessus avec Fabien, puisqu'il l'a dit à sa manière, la clarté est davantage un préalable que l'unité. Si on se retrouve dans une salle en se disant l'objectif c'est que quoi qu'il arrive, on en sorte ensemble, il n'est pas sûr que ce que nous aurions à défendre ensemble soit très enthousiasmant. Par contre, si nous arrivons à traiter, y compris nos points de désaccord, et à trouver des solutions, on l'a fait par le passé, alors je pense que c'est possible. Par ailleurs, se rappeler d'une chose, c'est que quand la gauche a gagné dans ce pays, elle ne l'a pas été jusqu'à preuve du contraire à la faveur d'un candidat commun au premier tour. François Mitterrand en 1981 gagne alors que Georges Marchais fait plus de 16% à la présidentielle, qu'il y a une candidate du PSU en face de lui. Donc aussi, voilà, relativisons un peu ce débat, même s'il faut le poser. Ensuite, je crois que comme la priorité, c'est la lutte contre l'abstention, et c'est ce que je pense, il faut que l'incarnation soit en quelque sorte entendue, appréciée des milieux populaires, et notamment dans les quartiers populaires. Il va falloir ce vote-là aux élections présidentielles, on ne pourra pas faire sans. Partons du programme. Il y a des forces avec lesquelles c'est plus facile que d'autres. On va se dire les choses, on est entre nous. Avec le Parti communiste français, ça fait 2 élections présidentielles qu'on a défendu le même programme. Et Fabien disait qu'il faut que ça parte du bas. On se souvient du processus qui avait vu la constitution du programme L'humain d'abord et le programme L'avenir en commun. Les amis, disons-nous les choses très franchement, ça n'est jamais que l'humain d'abord qu'on a mis en circulation dans toute la société, auprès des citoyens, par des auditions, auprès des syndicats, des associations, et qui est un programme qui part de la base. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise pour nous si les propositions de la Convention citoyenne se retrouvent à ce point compatibles avec le programme L'Avenir en commun, parce que c'est à peu près le même processus. Macron, il a pioché quelques citoyens, il les a enfermés 3 semaines dans une salle, il en ressort un programme qui, du point de vue effectivement de ce qu'il en ressort, ressemble, puisque c'est le même processus qui a permis de le voir au jour. Après, donc, sur la question programmatique, j'en ai parlé, sur la question de l'abstention. Bon, il faut évoquer le sujet. Et moi, je ne vais pas venir ici en me planquant sous la table, alors que je passe mon temps, quand je réponds à la question dans les médias, à dire clairement ce que je crois. Et on ne sera peut-être pas tous d'accord sur ce point, mais je veux dire que j'ai un problème avec le fait qu'un candidat qui a réussi à faire que notre famille politique au sens large soit à 12% quasiment en 2012 et à près de 20% en 2017, soit parfois traité comme il l'est, y compris à gauche. Je veux le dire très tranquillement, mais 2 exemples. On a vu récemment le journal Le Monde qui parlait des débats à gauche et qui posait les choses en ces termes. La gauche va-t-elle se rassembler derrière Yannick Jadot en 2022 ? Jean-Luc Mélenchon va-t-il s'effacer, comme si Jean-Luc Mélenchon était devenu un problème ? Et j'ai observé aussi que sur une liste WhatsApp, dont je tairai le nom, mais qui a été créée par des gens qui ont voulu rassembler tout le monde et mettre tout le monde dans cette liste à gauche, du Parti socialiste très très large jusqu'à plus radical, eh bien, une fois, je lis une question qui était posée dans le débat. Quand est-ce que l'on règle le problème Mélenchon ? Moi, je pose la question, quel est le problème avec le programme de la France Insoumise ? Parce qu'il est discutable. Il ne s'agit pas de dire c'est à prendre ou à laisser. Mais nous voulons aussi être respectés dans le sens où ce programme a fait 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Alors, je pose à nos partenaires la question, quel chapitre, quelle ligne voulez-vous discuter ? Parlons-en. Nous le versons au débat. Et quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon ? Oui, je pose la question aussi, et je crois qu'elle mérite d'être posée.